bienvenue dans ce tutoriel sur la notion de puissance. Nous allons donc commencer par définir la notion de puissance. Une puissance, c'est quelque chose qui a différentes formes, on le verra. Ça peut être un État, un empire, une organisation, un réseau, qui a une influence sur son environnement extérieur et qui a des moyens de contrainte, violents ou non violents, sur son environnement pour pouvoir lui imposer ses opinions, ses avis, bref, qui a une influence. Ça, c'est une puissance. On va tout de suite énoncer deux principales modalités de cette puissance, le hard et le soft power. Le hard power regroupe tous les facteurs de puissance qui sont d'ordre coercitif, c'est-à-dire qui sont de l'ordre de la contrainte. En effet, on va placer dans le hard power la puissance militaire, mais également la puissance économique qui permet de contraindre son environnement. Le hard power militaire se traduit principalement par la capacité d'intervention d'une armée, mais également par sa technologie. On ne prend pas en compte le nombre de soldats ou le nombre d'équipements, mais plutôt leur qualité et leur capacité de projection pour estimer cette puissance militaire. Enfin, il y a la puissance économique qui est mesurée par le PIB, donc le produit intérieur brut, et la capacité d'une économie à produire des richesses, le PIB étant la somme des valeurs ajoutées produites par une économie. De même, on peut prendre d'un point de vue de la puissance économique la balance commerciale, car la balance commerciale, si elle est excédentaire, elle permet de montrer la capacité d'un pays à exporter ses produits et à ne pas être dépendant de l'extérieur. C'est donc une autre forme de la puissance. Le soft power, c'est la puissance douce. La puissance qu'on va qualifier de puissance souvent culturelle, mais on mettra également dedans l'aspect diplomatique, donc l'influence non coercitive qu'a une organisation, un État ou une entité sur son environnement extérieur. Ce soft power, donc influence culturelle, se traduit de différentes façons. Par la capacité à influencer d'un point de vue des pratiques culturelles, de l'alimentation, de la musique, du cinéma, des modes de vie. Dans ce cadre, on voit bien que les Américains ont un soft power immense, vu que via, par exemple, la pratique de la liberté individuelle, ils ont développé leur modèle de société par-delà la planète. Dans le soft power, on peut également mettre la pratique de la langue, mais également la présence de diaspora qui permettent de développer une culture à l'extérieur. Nous passons donc aux différentes formes de la puissance. Une puissance, ce peut être un État. Un État, c'est l'entité institutionnelle qui est à la tête d'un pays. Le pays étant l'espace territorial dominé par le dit État. Ça peut être une première forme de puissance. Donc les États-Unis sont un État puissant. Il y a également l'Empire. L'Empire, c'est un État qui domine différents pays ou différentes nations. L'Empire ottoman, par exemple, domine des espaces très différents culturellement, mais c'est une entité étatique qui est capable de dominer un espace relativement vaste. Le modèle de l'Empire a eu une importance historique très importante. L'Empire romain, par exemple, l'Empire austro-hongrois. Enfin, il y a de nouvelles formes de puissance. Déjà, il y a les organisations privées, donc les firmes transnationales qui ont une certaine forme de puissance, mais également les réseaux. Dans ce chapitre, nous avons deux axes. Premier axe, essor et déclin des puissances. Tout d'abord, si on reprend la théorie des cycles, une puissance a une naissance, un essor, une apogée, le moment où elle est au top de sa forme, un déclin et une chute. Il y a donc une forme de cycle dans les puissances. Nous sommes devant un espace naturel magnifique qui est en déclin. Nous sommes à l'hiver de la puissance de la nature. Donc, on peut donc reprendre cette métaphore-là. Le printemps étant l'essor, l'été l'apogée et l'automne le déclin. Dans cet axe, nous avons deux puissances à étudier, l'Empire ottoman et l'URSS qui devient la Russie. L'Empire ottoman est une puissance qui naît au détour du XIVe siècle, quand une dynastie, les Ottomans, construisent un petit royaume au niveau de l'Anatolie.
Ce petit royaume, qui devient client des Byzantins, finit par prendre le dessus sur ces Byzantins et conquérir Constantinople en 1453. À partir de là, ce début d'empire conquiert des territoires relativement vastes grâce au premier sultan Mehmed II qui prend Constantinople en 1453 et il atteint son apogée géographique au XVIe siècle avec Soliman le Magnifique qui construit un empire qui va de Vienne qu'il met en siège aux portes de l'Inde. Au sud, il prend toute l'Arabie et il conquiert le sud du bassin méditerranéen jusqu'au Maroc. Cet empire est donc immense et il constitue une puissance géographique majeure par l'emprise des territoires qu'il a. Il se constitue également d'une administration puissante, dirigée par la Sublime Porte à Istanbul, qui est dirigée par un vizir et une administration à son service. Dans cette administration, nous noterons principalement l'existence des janissaires, une forme d'élite militaire liée à des esclaves pris à la naissance lors de razzias, notamment dans le sud de la Russie actuelle, et qui constitue un corps militaire totalement dévoué au régime. Il y a également dans cette administration des relais dans les différentes provinces que sont les pachas, qui font obéir les ordres du sultan de par l'empire. Enfin, c'est un empire qui est puissant économiquement et qui est tolérant, car il permet aux autres religions de coexister. Ce sont les zimmis ou dhimmis, qui sont les chrétiens juifs qui sont présents dans l'empire et qui ont un statut reconnu en payant un impôt, mais en ayant une protection juridique vis-à-vis de la justice ottomane. Cet empire connaît des difficultés politiques déjà internes avec des crises de succession qui se traduisent par des assassinats multiples dans la famille ottomane, mais aussi par des difficultés territoriales. En effet, l'empire est progressivement réduit par des attaques extérieures, notamment des demandes d'indépendance dans les Balkans au XIXe siècle, la Grèce en 1831, mais également d'autres pays d'Europe de l'Est qui prennent leur autonomie, comme la Serbie ou la Bulgarie. En Afrique du Nord, la France et l'Angleterre, qui deviennent des puissances coloniales, limitent la puissance de l'Empire ottoman, et cet Empire ottoman recule inexorablement. Finalement, l'Empire ottoman chute définitivement lors de la Première Guerre mondiale. En effet, le régime des jeunes Turcs, qui avait tenté de mettre en avant la turcicité et avait tenté de réduire le rôle des califes. Oui, car je ne l'ai pas dit, les califes sont des chefs religieux, qui sont aussi des chefs politiques, et donc il y a chez les Ottomans une légitimité religieuse, car le calife est, si ce n'est réellement du point de vue de la titulature, il est descendant du prophète, il est donc très légitime chez les musulmans. Les jeunes Turcs prennent donc l'ascendant sur le régime et essayent de turquifier le régime, et se détachent progressivement des autres minorités, notamment arméniennes, chrétiennes et grecques chrétiennes, qui sont progressivement considérées comme des ennemis internes de ce régime. D'ailleurs, ce qui débouche sur le génocide arménien en 1915, qui est un effet de cette politique des jeunes Turcs. Et ils vont même relativement maltraiter ces minorités-là, notamment dans les provinces arabes également. Finalement, les Ottomans chutent définitivement avec la défaite lors de la Première Guerre mondiale en 1918, et Istanbul est même occupée par les troupes franco-anglaises en 1919. Le traité de Lausanne en 1923 rétablit néanmoins un État turc grâce aux conquêtes de Mustafa Kemal, qui a réussi à réétendre à l'Anatolie et à Istanbul le pouvoir de la Turquie, mais Mustafa Kemal se débarrasse du calife et a définitivement rompu avec ce qui faisait la puissance et l'administration ottomane, et avec cette dynastie, il en est donc terminé de l'Empire ottoman. Seconde puissance que nous devons étudier, l'URSS, sa chute et le renouveau de la puissance russe. Au début des années 80, l'URSS est en grande difficulté. L'URSS est un État communiste qui domine différentes républiques, donc 15 républiques socialistes soviétiques, qui ont un régime communiste dirigé par le Parti communiste de l'Union soviétique, un régime post-totalitaire dans lequel le secrétaire général du Parti communiste
et le Comintern, l'organe exécutif, ont un pouvoir immense et dirigent cet État. C'est une économie collectivisée dans laquelle l'État est omniprésent et le seul acteur économique. Cet ensemble de l'URSS est en crise. Dans la guerre froide contre les Américains, ils doivent suivre la course à l'armement qui est réclamée par le président Reagan au travers de la guerre des étoiles, et ils ont du mal à suivre. En retard technologique, ils n'ont pas pris le virage de l'informatique, et ils ont une sous-production dans les consommations de biens de base, comme par exemple les automobiles, les vêtements, et même du point de vue de l'agriculture, l'URSS va mal économiquement. La catastrophe de Tchernobyl en 1986, qui démontre la bureaucratie incapable d'entretenir la centrale nucléaire, mais également les silences d'une administration qui ne reconnaît pas ses erreurs, vient achever cette puissance qui est déjà très en recul. Et malgré les réformes que sont la perestroïka, qui est la réforme économique de ce régime, avec une tentative de libéralisation du système et en donnant plus de pouvoir aux acteurs privés, et la glanost, qui est l'autonomie politique, qui est une volonté de plus de liberté politique, notamment de la part des différentes républiques socialistes soviétiques qui ont une certaine forme d'autonomie, mais surtout sur le monde communiste dans lequel Mikhail Gorbatchev annonce qu'il interviendra moins. Seulement cela cause la perte directe de l'URSS. En effet, en 1988-89, les États baltes réclament une autonomie totale, notamment la Lituanie, ce que Gorbatchev n'acceptera pas, il enverra l'armée, notamment en 91, au début de l'année 91, mais le monde communiste chute, car les chars russes n'intervenant pas à Berlin en 1989, le mur tombe, les Allemagnes se réunifient et les blocs cessent, et le bloc de l'Est n'est plus. Dès lors, la puissance de l'URSS ne fait que décliner et les différentes républiques socialistes soviétiques réclament leur indépendance. Et c'est finalement la Fédération de Russie elle-même qui a élu à sa tête le libéral Boris Yeltsin qui vainc Gorbatchev. Boris Yeltsin légitimé par le coup d'État interne du 25 août 1991 et qui réclame l'autonomie de la Russie, va achever Gorbatchev au début, durant le mois de décembre 1991, en créant la CEI, Communauté des États indépendants. Communauté des États indépendants qui dit bien son nom, indépendant de qui? De l'URSS. Et Mikhail Gorbatchev démissionne en 1991, refusant par la force de faire maintenir son pouvoir. Il en est terminé de l'URSS le 25 décembre 1991. Nous sommes donc avec les 15 États que nous connaissons aujourd'hui. L'URSS a chuté. La Russie entre donc dans une nouvelle phase. Tout d'abord une phase de turbulence, dirigée par Boris Yeltsin, qui avait précipité la chute de l'URSS. Elle doit faire face à une crise interne avec certaines républiques à l'intérieur même de la Fédération de Russie qui veulent scissionner, comme la Tchétchénie. Mais également à une difficulté économique énorme. Le rouble perd énormément de sa valeur. Les denrées viennent rapidement à manquer. Ne pouvant plus s'appuyer sur des provinces riches comme l'Ukraine, la Russie connaît même des famines. Il y a une partie des populations russes qui se retrouvent à l'extérieur de la Russie, notamment en Lituanie ou au Kazakhstan, qui émigrent massivement vers la Russie. Également, ces difficultés économiques conduisent à la construction d'une oligarchie, c'est-à-dire de personnes qui s'approprient les biens publics à bas coût et monopolisent des secteurs entiers comme l'immobilier par exemple, le pétrole ou le gaz en sont de bons exemples. Et ces oligarques prennent un ascendant sur le régime. Ce régime qui a pourtant gardé les bijoux de famille de l'URSS, en effet, il a la bombe atomique, l'armée rouge et également la place au Conseil de sécurité de l'ONU. La puissance russe est donc considérablement affaiblie dans ces années 1990 et Boris Yeltsin, qui est un président fatigué, malade, dans un régime dans lequel les gouvernements se succèdent de manière relativement confuse, qui n'est pas une démocratie, dirigé par les anciens du KGB qui est devenu le FSB, a du mal à se renouveler. En 2000, Vladimir Poutine arrive, donnant un réel renouveau à cette puissance russe. C'est le dernier point de note. Le 31 décembre 1999, Boris Yeltsin présente son successeur, Vladimir Poutine. Comme pour annoncer un nouveau millénaire et un nouveau tsar, Vladimir Poutine arrive au pouvoir et il l'est encore aujourd'hui. Cet homme politique, ancien du FSB, va recentrer la puissance russe et combattre dans un premier temps les oligarques qu'il va mettre en prison, dont le plus célèbre est Mikhail Khodorkovsky, qui était le PDG de Gazprom. Certains deviendront persona non grata, comme Roman Abramovich, le célèbre propriétaire du club de foot de Chelsea. Après cette remise en ordre des élites russes, il réorganise l'armée, la réduit et également essaye de développer la puissance russe à l'extérieur, mais la considérant comme un empire qui s'intéressera à ses marges. En effet,
le chef de Moscou s'intéresse directement à ses marges et va intervenir dans les pays qui sont proches. Lors de la révolution orange, qui a lieu dans les années 2000, il va défendre le parti russe jusqu'à même intervenir militairement au travers du soutien des milices et donc créer de fait une scission dans le Donbass qui est une région à l'est de l'Ukraine qui est très russophile. Il va également intervenir en Géorgie où des régions telles que l'Abkhazie ou l'Ossétie deviennent de fait russes par leur scission de la Géorgie. Également, en 2015, il va annexer la Crimée et la Russie récupère donc sur ses marges sa puissance. Mais c'est surtout la crise syrienne qui va permettre à la Russie de récupérer sa puissance politique. En effet, la Syrie, Vladimir Poutine ne lâchera jamais le régime de Bachar el-Assad et il interviendra militairement au travers de la base russe qui est présente à Latakia sur le littoral syrien méditerranéen et il soutiendra le régime de Bachar el-Assad qui a tenu le coup grâce à Poutine. Et donc il a une assise maintenant importante au Moyen-Orient. Enfin, d'un point de vue économique, la Russie s'est relevée. La Russie est un exportateur net de blé, ce qui était impensable à l'époque soviétique. La Russie a une industrie d'armement, si ce n'est florissante, qui vit de mieux en mieux. Il reste des difficultés du point de vue des biens de consommation. Mais la Russie est devenue un acteur économique majeur avec les secteurs du gaz et du pétrole, mais également de l'agriculture. Elle se relève donc aujourd'hui et c'est un réel renouveau de cette puissance. Nous avons donc vu dans ce point essor des puissances et déclin. Déclin avec l'URSS, essor avec l'Empire ottoman, mais nous avons vu cette logique d'explosion d'un empire ou au contraire d'émergence. Cela nous ramène à la théorie de Ibn Khaldun, ce célèbre on va dire, penseur arabe du XIe siècle qui décrivait les puissances comme des entités qui grossissent et qui réduisent à la faveur de leur marge. Et il expliquait que le cœur, étant puissant au début, va s'affaiblir par ses marges, se faire envahir par une nouvelle puissance et un nouveau centre avec une nouvelle capitale. Et c'est un peu ce qu'on constate souvent dans les empires qui ont naturellement un début et une fin.